مرحبا بكم الناس الكل اللي تابعوا فينا على l'événement d'entrepreneuriat RIED. Je serai avec vous aujourd'hui pour animer un e-workshop sur la structuration du modèle économique d'une entreprise ou d'un projet à travers le business model Canva. Je commence par me présenter. Je suis Debiche Aledine, je suis le directeur de formation et de développement à Société Le Coach. Je suis un formateur professionnel en soft skills et à l'entrepreneuriat. Je suis un mentor évaluateur et membre de jury dans des compétitions nationales et internationales d'entrepreneuriat. La première chose qu'on doit savoir, c'est quoi le BMC? Tout simplement, le BMC est un modèle qui décrit comment une organisation, elle va créer, elle va délivrer et elle va capturer une chose qu'on appelle de la valeur. Cette méthode, elle a été inventée par Monsieur Alexander Osterwalder. Et pour expliquer, l'entreprise, باش تصنع la valeur, اللي هي le bien ou le service, elle va le délivrer à son client ou ce qu'on appelle le segment client et elle va capturer de la valeur, c'est de l'argent ou de la monnaie en contrepartie de son service ou ses biens. Le BMC, il est tout simplement composé de 9 blocs. Les 9 blocs, le premier bloc, c'est le segment client. Le deuxième, c'est la relation client. Le troisième, canaux de distribution et la proposition de valeur. اللي هذوما الكل مع بعضهم يكونوا لنا le bloc de la désirabilité de notre entreprise, c'est la création de la valeur. Puis, on passe aux partenaires clés, aux key partners, les ressources clés ou les key resources, ou l'activité clé ou les key activities. C'est la partie de la faisabilité de notre entreprise. C'est comment notre entreprise elle va délivrer de la valeur. وهنا نجموا نعرفوا la partie l'oula comment elle sera faisable ou implantable sur terrain. Et enfin, la structure des coûts ou les sources de revenus, ce qui détermine la viabilité de l'entreprise, c'est comment capturer de la valeur et avec elle, la viabilité, c'est avec un bilan positif, on peut savoir que notre entreprise, elle est viable ou non. خلينا نبداو من الأول بأهم حاجة اللي هي la désirabilité de notre entreprise اللي بتشوفوا فيها segment client en tant que premier bloc à remplir في البزنس موديل كانفا au customer segments. Comment regrouper nos clients? Il y a 2 types. نحن كي باش نخمو ان نعملوا regroupement des clients, on doit prendre en considération ces 2 critères, le besoin et le comportement de consommation. اللي هي c'est la faute de plusieurs entrepreneurs ou start-upers ou propriétaires de small businesses انه كي يبدا يرجروبي في لي كليون تاعو ما يخممش في البزوان ولا في الكومبورتمون دو كونسوماسيون يخمم في الريغروبمون باغ اج باغ سكس باغ lieu de vie et d'autres critères hors le comportement de consommation et le besoin. S'il n'y a pas de besoin, il n'y a pas de marché. Et je vais prendre l'exemple de Airbnb, qui est une société internationale qui fait l'intermédiation entre le voyageur qui veut louer une chambre ou une maison et entre les hôtes qui vont louer ou proposer leur maison pour la location. Airbnb, elle s'intéresse nécessairement pour les voyageurs qui ont le comportement de voyage ou qui ont le besoin de la location d'un logement ou d'une expérience à travers le monde. Et elle s'intéresse d'un deuxième degré par les hôtes qui ont le besoin de monétiser leur maison ou de les rendre une source de revenus. Pour le besoin, je dois noter qu'on ne peut pas créer un besoin. Il y a plusieurs personnes dans ce workshop. Ils me posent toujours la question, mais Facebook, il a
créé le besoin ou d'autres entreprises, ils ont créé le besoin. Non, le besoin, il est déjà existant, mais il est inconscient. Facebook ou d'autres, ils ont stimulé le besoin dans leurs clients. Et il n'est pas logique toujours de créer un besoin et ça n'existe jamais, la création d'un besoin. Après, dans le segment client aussi, on peut segmenter notre cible sur deux types. Il existe deux types, ce sont les clients et les utilisateurs. Les clients, ce sont les personnes qui vont payer pour notre entreprise et les utilisateurs sont les utilisateurs de notre solution ou de notre produit gratos. Euh, Par exemple, Kinshofo Trello, la plateforme de gestion des projets ou d'équipes, Trello, elle propose un service à $0 et elle propose des services pour les entreprises à, par exemple, $25 ou d'autres. Les utilisateurs, nous, les particuliers, qu'on utilise Trello ou Canva ou d'autres plateformes gratuitement, nous sommes des utilisateurs. Et les clients sont les entreprises ou les personnes qui vont payer de l'argent pour notre entreprise. Prenons un autre exemple, un père qui prend euh, par exemple, un vélo pour son petit gamin. Le père, il est notre client, mais les utilisateurs, le gamin, il va être l'utilisateur de notre solution, le vélo. Pour le segment client aussi, on doit prioriser nos clients. C'est la faute commise toujours par la plupart du monde, qu'on ne priorise pas nos clients, qu'on parle de clients d'une façon générale. Par exemple, il y a des gens qui te disent on va travailler sur toutes les femmes ou tous les enfants ou tous les jeunes. Ça n'existe pas et on ne peut pas atteindre tous ces clients-là. On doit prioriser. Euh, Comme elle a fait Airbnb, à travers la plateforme ou on peut dire la page de Airbnb sur la capture, on peut constater que Airbnb, elle priorise les clients qui sont les voyageurs avec ses messages de marketing ou ses photos, explorer Airbnb, les logements, les expériences, les restaurants, l'Airbnb Plus, une nouvelle gamme de logements vérifiés et pour leur qualité et leur confort. Ce sont tous des interfaces cliquables pour le voyageur et non pas le hôte qui, que Airbnb a destiné juste de devenir hôte, ce bouton cliquable sur son interface pour les hôtes. Malgré les hôtes, ils sont des co-créateurs chez Airbnb, car son logement et son hôte, on ne peut pas louer des maisons et on ne trouve aucun service pour Airbnb, mais elle priorise toujours le client qui est le voyageur. Passons à un autre exemple chez Amazon, la fameuse marketplace au monde Amazon. J'ai fait la capture d'écran de deux interfaces chez Amazon. Pour le B2C, le business to customer, ce sont les services que fournit Amazon pour ses particuliers. On trouve la livraison et l'achat des produits. Pourtant, on trouve une multitude et plusieurs services en B2B, business to business, pour les entreprises qui vont payer plus et qui payent, qui contribuent d'une façon euh, majoritaire aux revenus de Amazon. Par exemple, on trouve le calcul, on trouve le stockage, l'outil pour les développeurs, l'outil de gestion et d'autres. Et la liste, elle est trop longue pour les services fournis au B2B. Pour la segmentation client aussi, on doit repérer les early adopters pour notre entreprise. Les early adopters, c'est la cible chez laquelle le besoin il est suffisamment exprimé pour qu'elle achète votre solution demain, même si elle n'est pas parfaite.
هنا نحب ناخذ exemple تونسي. Par exemple, si on cite Intigo, les early adopters, ce sont les personnes qui ont vraiment ras-le-bol des taxis, de systèmes de transport et qui veulent une nouvelle solution de transport urbain. Euh, c'est pour ça Intigo, elle a visé les personnes et les jeunes qui en a marre du transport public ou du transport urbain. Et elle l'a visé avec un prototype de 50 motos et après, elle a développé. Ces jeunes-là, j'étais un de ces jeunes-là et j'ai le besoin qui est suffisamment exprimé pour Intigo. Et j'ai acheté la solution et j'étais un des early adopters chez Intigo. Même que l'application ou le service, il n'était pas parfait, il était dans sa version bêta. Prenons trois exemples pour expliquer la notion de early adopters. Chez Airbnb, on trouve que Airbnb, elle a commencé avec les visiteurs de New York pour 8 ou 6 événements fameux en New York. Elle a visé ces personnes-là qui ne trouvent pas ni de place pour se loger aux hôtels car ils sont occupés ou les personnes qui ont le besoin de côtoyer et de vivre la culture de la cité visitée qui est New York. Puis, ils ont étendu le projet Airbnb à San Francisco et Boston. Et après, on trouve maintenant Airbnb d'une façon plus ou moins internationale. Même en Tunisie, on trouve Airbnb, en France et d'autres pays du monde. Le deuxième exemple, aussi Amazon. Parler que Amazon, elle a commencé par vendre les livres et les CD pour les gens qui veulent les acheter en Amérique ou aux États-Unis. Et après, on s'est étendu pour une multitude de produits et de services à travers le monde entier. Puis, Facebook, le fameux exemple de Facebook, les early adopters pour Facebook, ils ont été les étudiants de Harvard, qui était un réseau local pour tester et ils ont été les early adopters à utiliser cette solution de sociabilité en ligne ou de chatting à l'université. Puis Facebook, on sait tous que c'est une des plus grandes entreprises au monde. Pour remplir la partie de segment client, on doit segmenter les différents types de clients ou utilisateurs avec lesquels votre entreprise interagit. Euh, on doit bien savoir qui sont nos clients et qui sont nos utilisateurs. Euh, on doit identifier aussi les early adopters au sein de nos cibles pour les bien cibler et pour avoir leur feedback pour notre version bêta et apprendre et tirer des leçons à travers leur feedback. Puis, on doit prioriser nos cibles. On priorise le client sur l'utilisateur et c'est fini pour le bloc de segment client. On passe maintenant pour la proposition de valeur ou le value proposition. C'est quoi la proposition de valeur? C'est tout simplement la formulation la plus simple et compréhensible que vous offrez à votre segment client pour répondre à un besoin ou résoudre un problème. La proposition de valeur, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une formulation, elle est très très simple et elle est facile à comprendre instantanément lorsque le client ou notre cible client lit notre proposition de valeur, il doit la comprendre d'une façon instantanée sans avoir faire l'effort pour la comprendre. Elle est notre solution pour résoudre un besoin chez notre cible ou résoudre un problème. Euh,
on doit apporter de la valeur à nos clients à travers la proposition de valeur. Pour apporter cette valeur, on peut travailler sur une proposition de valeur de nouveauté. C'est tout simplement, c'est créer un nouveau produit. Il y a des sociétés qui travaillent sur la performance et on peut citer les sociétés de smartphones et les PC. Du jour au jour, on trouve des smartphones 4 Go de RAM, 6 Go de RAM, 8 Go de RAM et aussi pour les PC, il y a aussi les motos, il y a aussi en général la mécanique, les voitures et d'autres entreprises qui travaillent pour les performances. On trouve des sociétés qui travaillent en leur proposition de valeur sur le design. C'est les entreprises de mode et des vêtements. Il y a d'autres qui travaillent pour le prix, par exemple Ryanair et EasyJet qui vendent les billets d'avion à bas prix avec des réductions et avec on peut dire, du confort moins que les autres compagnies aériennes. Euh, il y a d'autres qui proposent comme valeur le gain du temps. Par exemple, Amazon Prime, lorsqu'elle est créée, elle a promis ses clients de livrer n'importe quel produit en une durée de 24 heures et elle a confié, euh, elle a confié sa promesse à ses clients. Et pour la facilité d'utilisation, on trouve par exemple Apple, la société internationale pour les Mac et les téléphones. Avant de faire une proposition de valeur, il faut bien comprendre le problème ou le besoin de vos clients pour bien répondre à ce besoin ou résoudre ce problème. Si on ne comprend pas bien ce problème ou ce besoin, on ne peut pas le répondre d'une façon bien ciblée et bien juste. Deuxièmement, c'est comprendre comment votre solution répond à ce besoin d'une manière unique. On doit insister dans le remplissage du bloc de la proposition de valeur sur l'unicité de votre value proposition ou ce que vous allez ajouter par rapport à vos concurrents ou par rapport à d'autres solutions déjà existantes. Et euh, tout simplement, la proposition de valeur, c'est la promesse que vous faites à vos clients. Et pour remplir aussi, pour réfléchir plutôt sur la proposition de valeur, on doit euh, réfléchir à poser les questions suivantes. Quelle valeur on va délivrer à notre client et quel est son problème qu'il veut résoudre ou quel est son besoin qu'il veut satisfaire et pour l'exemple de Airbnb, sur l'interface de Airbnb, on trouve réservé des logements et des expériences uniques dans le monde entier. C'est une promesse aussi simple et concrète. Et les personnes qui ont essayé ou qui ont qui ont acheté la solution de Airbnb, ils peuvent prouver que Airbnb, elle a promis et elle l'a fait. C'est pour ça Airbnb, elle est encore en eau. Pour remplir cette partie, il faut identifier la valeur que perçoit le client, veut le client pour ses besoins ou son problème, identifier ce qui est unique dans cette proposition de valeur, formuler la proposition d'une manière concise et concrète. Et c'est fini pour la proposition de valeur. Et je vais passer pour la désirabilité. Excusez-moi. Pour la désirabilité et les canaux de distribution ou channels,
Les canaux de distribution, c'est la partie qui décrit la manière dont une entreprise elle va communiquer avec ses clients et entre en relation avec eux pour leur délivrer sa proposition de valeur. Ce sont les canaux qu'on va communiquer avec, qu'on va lier entre la proposition de valeur et le segment client. Comment il va entendre de notre solution et comment on va délivrer et comment on va lier entre ces deux entités avec les canaux de distribution. Et on doit définir nos canaux. Il y a des canaux internes qui ont un inconvénient et qui coûtent plus pour notre entreprise ou notre investissement. Mais ils ont un avantage, c'est d'étendre les marges de notre entreprise ou de notre activité. Ou bien on peut choisir des partenaires externes pour diminuer les marges, euh, pour diminuer les marges, euh, euh, ce qui provoque une diminution des marges de l'activité et nous donne une force de partenaire pour tirer profit de la force de partenaire. Et je peux citer l'exemple tunisien Jumia, qui a choisi pour la livraison son partenaire qui est un leader en livraison, Aramex, en tant que partenaire externe, en tant que canal de distribution. Euh, il y a des gens qui me disent que ce qui est le mieux, c'est d'avoir des canaux en interne ou des partenaires externes. C'est selon les coûts et selon la quantité produite ou les coûts euh, qui peuvent provoquer les canaux en interne ou les partenaires externes. Avoir un canal différent de ses concurrents peut être suffisant pour se démarquer, comme elle a fait Uber, la société qui a communiqué et qui a délivré son produit ou son service à travers la commande par téléphone ou la commande par application. Elle a permis à Uber de se démarquer à travers le canal de distribution. Pour remplir la partie des canaux de distribution, il faut jouer sur la sensibilisation. C'est comment capter l'attention des clients pour les produits et les services de notre entreprise. Aussi, il faut jouer sur l'évaluation. Comment on va accompagner nos clients dans l'évaluation de notre proposition de valeur. C'est aussi l'achat, comment encourager à l'achat et la livraison, comment la proposition de valeur était livrée au client. Et on passe pour le dernier bloc pour la désirabilité de notre société, c'est la relation client ou customer relationship. Pourquoi c'est important de bien définir le customer relationship ou la relation client? C'est pour savoir comment on va acquérir des nouveaux clients, comment on va les retenir, ces clients actuels, et comment booster les ventes avec les clients actuels et pourquoi pas les fidéliser dans notre société ou notre entreprise. Il existe plusieurs types de relations clients. J'ai essayé de euh, distinguer les plus importants. On peut trouver une relation client basée sur l'assistance personnelle et ce qu'on voit toujours dans les boutiques à vêtements. Tu trouves un assistant personnel qui te donne la vie et qui veut que tu achètes et qui te pousse à acheter. Il y a d'autres, le contraire, c'est le self-service. Il y a des restos, il y a des espaces euh, qui, euh, qui travaillent sur la relation client de self-service. C'est le client qui paye et se sert lui-même son serveur ou assistant. Il y a d'autres types comme la communauté, c'est le fait de créer une communauté sur les réseaux sociaux comme Facebook, comme Instagram.
Ces clients-là, ils vont être, on peut dire, le mur défensif sur votre marque ou sur votre produit ou société. Et ils vont partager leur avis et ils vont sentir de l'appartenance avec votre société, comme on fait par exemple en Tunisie les communautés de Volkswagen, les communautés de BMW et d'autres. Et il y a une relation de co-création, par exemple YouTube ou Amazon ou Airbnb et d'autres. C'est le client lui-même, c'est lui qui crée de la valeur et la délivre à d'autres clients. Par exemple, en tant que client de YouTube, tu peux créer le contenu dans YouTube et tu peux être l'utilisateur ou le client chez YouTube aussi. On a terminé avec la partie de la proposition de valeur, la partie de désirabilité de notre société. On passe maintenant, après avoir déterminé notre segment client, notre proposition de valeur, comment les lier ou comment on va délivrer cette proposition de valeur à nos clients. Euh, Après, comment on va les retenir ou les inciter à acheter à travers la relation client. On passe maintenant comment on va implanter tout ce modèle-là à travers ces trois blocs, les partenaires clés, l'activité clé et les ressources clés. C'est la partie faisabilité de notre entreprise et comme début, on commence par les activités clés ou les key activities. Les activités clés sont les activités qui doivent nécessairement être mises en place pour faire tourner le business model. Ce sont des activités qui sont indispensables et primordiales pour le déroulement de notre business model, pour le faire tourner. Pourquoi c'est important? Parce que les activités clés, ils vont nous aider à identifier les activités principales de notre entreprise pour créer et délivrer la proposition de valeur à notre segment client. On doit se poser les questions suivantes. Quelles sont les activités nécessaires pour délivrer le value proposition ou la proposition de valeur à nos clients? Pour mettre en place les canaux de distribution, quelles sont les activités clés? Pour construire la relation client et pour générer les revenus. Il existe des types d'activités clés. On peut avoir le type de production. Par exemple, je suis une entreprise qui vend du café. La production du café, c'est un exemple d'activité clé qui est indispensable. Sans cette activité, on ne peut pas ni vendre ni avoir du produit. Il existe aussi la plateforme ou réseau, par exemple, pour les sociétés ou les entreprises d'intermédiation. C'est une activité qui est très connue et elle est indispensable car sans plateforme ou sans réseau, on ne peut pas travailler ou faire tourner notre business model. Et la résolution des problèmes, je peux tout simplement dire que la majorité des hôpitaux ou des cliniques, elles travaillent sur la résolution des problèmes en tant qu'activité clé. Euh, et on peut ajouter dans ce bloc-là les activités de support comme le marketing, comme la gestion de stock, comme la gestion de ressources humaines, comme d'autres activités clés. Si euh, on suppose que ce sont des activités indispensables pour faire tourner notre business model. Pour remplir la partie des activités clés, on doit définir les activités nécessaires pour la production de notre proposition de valeur. On doit identifier le ou les types d'activités concernées qu'on doit implanter et qu'on va implanter pour faire tourner le business model. Et passons aux ressources clés.
Pour les ressources clés, on doit poser ces questions suivantes. Quelles sont les ressources nécessaires pour délivrer la proposition de valeur? Euh, Quelles sont les ressources qu'on a besoin pour délivrer la proposition de valeur, pour assurer les canaux de distribution, pour assurer une relation client et générer des revenus. Il existe quatre types de ressources clés. Il y a des ressources physiques, par exemple l'usine, le bâtiment, le matériel, les véhicules et d'autres ressources physiques qu'on a besoin dans une entreprise. Il y a des ressources intellectuelles telles que les marques, la marque, les brevets, le copyright, les données clients. Euh, Quand on dit données clients, il y a des sociétés euh, qui ont besoin des données clients ou des carnets d'adresses qui ne peuvent pas euh, faire tourner leur entreprise sans les données clients. Et il y a des ressources humaines et des ressources financières qui sont aussi bien importantes. Pour remplir la partie des ressources clés, il faut lister toutes les ressources clés de l'entreprise distinguer ces ressources-là selon leur nature. Et à travers les ressources clés, on va déduire les forces, les points forts ou les faiblesses de notre entreprise. Si on a des ressources, c'est un point fort. Si on a des ressources qui ne sont pas suffisantes, c'est un point faible. On doit retenir le niveau de force de nos ressources et on doit travailler sur nos faiblesses ou nos points faibles. Passons aux partenaires clés, aux key partners. On peut déterminer, on doit plutôt déterminer les partenariats qu'on va faire pour notre entreprise. Euh, qui sont les partenaires clés ou les distributeurs clés, les ressources clés qu'on peut acquérir à travers ces partenaires. Il n'y a pas de partenariat sans raison ou sans bénéfice. Il n'y a pas de partenariat juste car il est mon ami, je vais faire un partenariat. Dans le business, il faut faire des partenariats bénéfiques pour les deux pôles. Quelles sont les activités que je vais tirer profit de mes partenaires ou mon partenaire. Et il existe des types de partenariats, par exemple des alliances stratégiques qui sont, qui se représentent euh, à travers deux entreprises qui sont en compétition et ils font une alliance stratégique. Par exemple, en alliance stratégique, on peut voir les sociétés d'automobiles, par exemple Nissan, Renault, Citroën, Peugeot et d'autres sociétés. Il y a une relation de partenariat ou un type de partenariat pour assurer un approvisionnement fiable. C'est le partenariat acheteur-fournisseur. Et il y a d'autres qui, en non-compétition, ce sont deux entreprises qui ne sont pas en compétition. Par exemple, Jumia et Aramex, une dans une marketplace et l'autre, c'est une société de livraison. Euh, euh, Ce qui provoque ou me tient à parler des raisons de partenariat. Euh, il y a des partenariats, c'est pour optimiser et faire des économies d'échelle. On tire profit des ressources et des activités clés de notre partenaire pour faire des économies d'échelle ou on peut réduire les risques et les incertitudes comme elle a fait à l'époque Samsung et Sony. Ils ont fait un partenariat pour réduire l'incertitude et les risques pour le premier téléplasma au monde qui a été créé par Samsung et Sony en même temps.
et pour acquérir des ressources et des activités spécifiques qu'on n'a pas. Par exemple, j'ai besoin de livraison, je fais un partenariat avec une société de livraison pour ne pas gaspiller ou pour ne pas dépenser de l'argent pour des salaires des livreurs et sur les véhicules. C'est pour ça on fait ce type de partenariat. Pour remplir la partie du partenariat, euh, on doit déterminer les partenariats de notre entreprise et justifier le type de partenariat et pourquoi on fait ces partenariats-là. On passe finalement pour la viabilité de notre entreprise qui est représentée par ces deux blocs, la structure des coûts et les sources de revenus. Pour les structures des coûts, c'est très, très simple à dire. On peut dire qu'il existe des coûts fixes et des coûts variables. Les coûts fixes, ce sont les salaires, ce sont les loyers, les installations et d'autres. Ce sont les coûts qui sont fixes sur une période de temps qui ne varie pas. Et il y a aussi les coûts variables comme la matière première ou les matières premières et les frais du port. Par exemple, j'achète aujourd'hui en tant que café, j'achète le kilo de café à 11 dinars. Je peux l'acheter après un mois à 20 dinars. Ou par exemple, dans les sociétés de bâtiments et des travaux publics, il achète les matières premières euh, dans une date à un tel prix et se change toujours, les coûts se varient. Et il y a les frais du port pour les sociétés qui importent des matières ou des produits. Le frais du port qui varie à travers le taux de change ou le marché monétaire. Pour la viabilité, aussi, le dernier bloc, et pour moi, je vois que c'est un bloc assez pertinent pour l'innovation ou pour l'originalité de notre entreprise. Ce sont les sources de revenus ou revenue streams. Et on doit lister les sources de revenus pour quelles valeurs les clients sont réellement prêts à payer dans notre entreprise ou d'autres, pourquoi ils payent déjà et comment ils payent, cash, online, à travers les cartes bancaires, comment préférait-il payer au futur et comment est-ce que chaque source de revenu, elle va contribuer au revenu total pour savoir euh, quelle est la source la plus importante pour se concentrer là-dedans. Euh, pour les sources de revenus, j'ai essayé de lister les plus fameux types ou catégoriser les plus sources courantes au monde. On peut avoir la source de revenus pour la vente de biens ou services, par exemple, comme Amazon. Elles vendent les produits et les services. Et d'autres, c'est un exemple. Pour le frais d'usage, par exemple, Orange ou Lido et d'autres, les opérateurs téléphoniques en général, ils nous donnent la puce, mais euh, la source de revenus, c'est notre usage en minutes, notre usage de leur réseau, c'est leur source de revenus. On peut prendre l'exemple français, Drivey, c'est une société qui loue les voitures. On a en Tunisie plusieurs sociétés qui louent les voitures là. Le frais d'abonnement, on peut citer Netflix. Tu payes une fois le frais d'abonnement et tu utilises le service ou le bien en illimité, comme les opérateurs ou les fournisseurs d'Internet en Tunisie. On peut avoir une source de frais d'intermédiation comme Airbnb qui va matcher ou lier entre le client qui est le voyageur et l'offreur de service qui est l'hôte. Ou l'exemple tunisien Jouebi
fait l'intermédiation entre euh, ceux qui veulent envoyer un colis à l'étranger et les gens qui veulent monétiser leur bagage ou leur espace euh, ramener ce colis à l'étranger. Il y a d'autres d'une façon freemium, comme Skype, qui incite les gens qui limite les fonctionnalités et incite les gens pour avoir le compte business ou entreprise pour payer. Il y a d'autres à travers la publicité, comme Waze, c'est une plateforme comme Google Maps, c'est une plateforme de géolocalisation, mais elle travaille sur la publicité des restos et des entités commerciales. On peut combiner entre plusieurs modèles. On peut ne pas se limiter sur un seul modèle, comme elle a fait Deezer ou Spotify ou Anrami. Ils ont combiné entre plusieurs modèles comme l'abonnement, comme l'achat, comme la co-création et d'autres. J'insiste qu'il faut toujours travailler sur des modèles de revenus originaux. Par exemple, on prend la version française de Tayara, Le Bon Coin, qui est l'origine de Tayara. Le Bon Coin, tu peux déposer ton annonce gratos, mais tu vas payer pour booster l'annonce. Par exemple, on trouve l'offre de remonter mon annonce en tête de liste et multiplier mes contrats. Tu peux payer 25 euros pour 30 jours, 10 euros pour 7 jours, 8 euros pour 60 jours chaque semaine ou chaque jour ou chaque mois. C'est un modèle que je vois original. Tayara en Tunisie, elle s'est entrée dans ce modèle original de revenus. À Tayara, tu peux déposer dans une rubrique un- une seule annonce d'une façon gratuite, puis tu achètes les coupons pour acheter pour ajouter les possibilités de publication des annonces. On trouve aussi un autre modèle original que j'aime beaucoup, comme Candy Crush ou Free Fire ou PUBG ou d'autres qui sont des jeux gratuits, mais qui jouent sur la dopamine du joueur. Il peut jouer en illimité, mais il a des limites de vie ou de diamants ou d'autres pour avoir plus de fonctionnalités et pour insister qu'il peut être meilleur que ses concurrents ou compétiteurs, il peut acheter des fonctionnalités ou des privilèges à travers le diamant ou n'importe quelle modalité. C'est un modèle très original pour comme source de revenus. Pour remplir la partie de source de revenus, il faut lister les sources de revenus de notre entreprise. Il faut identifier le modèle de revenus qu'on va utiliser pour notre entreprise. N'oubliez pas de penser au modèle de revenus originaux et j'attends vos questions s'il y a et merci.